On se retrouve pour le temps de l'info et bonjour à vous Antoine Arjakovski. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes docteur en histoire de l'HESS. Vous avez travaillé pendant 10 ans pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'ambassade de France à Moscou, puis à l'ambassade de France à Kiev. Vous avez créé également l'Institut d'études écuméniques de Lviv en Ukraine et vous êtes aujourd'hui directeur de recherche au Collège des Bernardins et administrateur de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne. Vous écrivez également, vous publiez ce livre, Les Églises et la construction de la paix en Ukraine, et c'est aux éditions de l'Harmattan. Avant de vous entendre, on va prendre la direction du terrain, puisque vous le savez très certainement, il y a eu une attaque massive sur l'Ukraine ce matin. On évoque 70 missiles sans drone. Quand je dis on évoque, c'est Volodymyr Zelensky qui en parle. Thomas Misraki, merci beaucoup d'être avec nous sur le terrain avec Arthur Grolet. Que sait-on maintenant de ces frappes massives sur le pays ? Eh bien, c'est que c'est l'ensemble du territoire qui a été mis en alerte et vous l'avez dit, 70 missiles, une centaine de drones tirés par les Russes vers le territoire ukrainien. Ce sont une dizaine, c'est une dizaine de régions qui a été touchée, principalement des infrastructures énergétiques. Le ministre ukrainien de l'énergie affirme qu'il y aura des coupures d'électricité aujourd'hui pour éviter un blackout, une panne électrique géante. Les missiles russes n'étant pas toujours d'une précision absolue, des zones résidentielles ont aussi été touchés par ces frappes. Il y a au moins un mort, il y a des blessés, notamment dans les régions de Dnipro et de Kharkiv. Sachez que c'est la 13e vague de frappes massives contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis le début de l'année. Elle intervient, cette vague de frappes, un 25 décembre, ce qui fait dire à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qu'il s'agit de frappes inhumaines. Merci beaucoup Thomas Misraki, sur le terrain avec Arthur Grolet. Merci beaucoup à tous les deux et bon courage sur le terrain en ce jour en plus si particulier. Antoine Arjakovski, c'est Noël en Ukraine. Ce n'est pas le cas en Russie. L'Ukraine a décidé de s'émanciper justement des fêtes orthodoxes russes pour célébrer Noël maintenant. Comme ça, c'est un signe de rupture et de résistance vis-à-vis de la Russie. Avec cette frappe, on est à plein dans votre sujet de la place de la religion dans la démarche de Poutine. Oui, ça montre qu'il y a d'un côté la barbarie, d'un autre côté la civilisation. Et c'est vrai que cette année, pour la deuxième fois, toutes les églises en Ukraine célèbrent Noël avec le calendrier grégorien, qui est le calendrier européen, alors que les Russes célèbrent selon le calendrier julien, c'est-à-dire le 6 janvier. Il y a une exception dont ne parle pas Zelensky, c'est l'église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou, qui est une minorité dans le monde orthodoxe, c'est 5 millions de personnes, mais l'essentiel célèbre Noël avec l'Europe pour dire, nous, on est Européens, on veut sortir de la barbarie, regardez ce que font les Russes, c'est absolument terrible. 70 missiles, ils n'ont pu n'en arrêter que 50. Ça veut dire il y a 20 missiles qui ont touché leur cible, des centrales énergétiques, et ça veut dire 80% maintenant des structures énergétiques qui sont touchées en Ukraine. Heureusement que les Ukrainiens ont le nucléaire pour avoir d'autres sources d'électricité qui sont protégées, mais pour le reste, à Kharkiv, à Dnipro, à Kryvyi Rih, qui est la ville du président, aujourd'hui, on gèle de froid alors que c'est Noël, alors que c'est la fête des familles. Hier, Zelensky avait fait justement un clip magnifique à ce sujet. On va écouter justement Volodymyr Zelensky, ses vœux, il y a quelques heures. Ce soir est une soirée très spéciale. C'est la veille de Noël. C'est notre 3e Noël pendant la guerre. Notre grande famille ukrainienne ne peut pas la célébrer pleinement, comme nous le voudrions, comme cela devrait être. Malheureusement, nous ne sommes pas tous chez nous. Malheureusement, tout le monde n'a pas de maison. Et malheureusement, tout le monde n'est pas avec nous. Voilà, c'est ce qui vous marque, vous. Il y a ces mots de Volodymyr Zelensky et quelques heures plus tard, ces frappes massives sur l'Ukraine. Voilà, c'est pour ça que c'est très cruel et c'est très beau en même temps, parce que voilà, un président qui est dans une guerre terrible depuis des mois et des mois, et qui dit malgré tout, ce qui nous unit, c'est cette foi, c'est cette espérance, c'est cet amour. On est tous ensemble avec les Européens. Il cite Leontovitch, qui est un grand compositeur ukrainien, qui est pas très connu, et qui est celui qui a composé l'hymne de Noël, Chédrik, qui est connu dans le monde entier. Et il dit, Leontovitch, il vient de quelle ville ? Il vient de Pokrovsk. Et Pokrovsk, c'est justement cette ville qui est aujourd'hui encerclée par les Russes et qui pourrait tomber si on faisait rien. Donc voilà, Leontovitch
Milosevic, je ne sais pas quel équivalent en France, mais c'est comme Gabriel Fauré. Enfin, c'est une très grande figure de la musique ukrainienne, qu'il cite, qui dit voilà, le monde entier nous connaît, mais malheureusement, on a besoin d'aide. On n'est pas suffisamment soutenu. On n'a pas cette protection contre les missiles qu'il nous faudrait d'Occident. C'est ce qu'il demande à corps et à cri. On le fait pour Israël, par exemple, le dôme d'acier. On le fait pas pour l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'ai signé une pétition il n'y a pas très longtemps avec une association qui s'appelle Liberté pour l'Ukraine et qui dit il faut d'abord avec nos avions depuis la Pologne, depuis les pays occidentaux, protéger le ciel ukrainien, c'est possible. Il faut envoyer des missiles, des batteries antimissiles. Comme les Mamba ou du côté américain les Patriots, on en a suffisamment. Ils n'ont pas à moisir en Occident. Il faut les envoyer en Ukraine. Il faut envoyer des forces d'intervention logistique pour permettre aux Ukrainiens de protéger leurs frontières nord. Voilà, il faut faire un certain nombre de choses. Il faut bien entendu intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est vraiment comme ça qu'on peut arrêter le conflit. Et il faut le faire le plus vite possible, avant que l'administration Trump n'en vienne avec ses propositions qui paraissent pour l'instant assez délirantes. Donc voilà, il y a toute une série de choses. On ne peut pas accepter qu'un pays, des villes, des civils soient bombardés comme ça le jour de Noël. Xavier. Au-delà de ces possibilités techniques, militaires, ces bombardements visent à mettre à genoux la population ukrainienne, à la terroriser. C'est quasiment du terrorisme d'ailleurs, puisque ça vise des infrastructures civiles qui produisent de l'électricité, du chauffage, de l'eau. Très difficile aujourd'hui de vivre par moins 20 degrés dans beaucoup de villes ukrainiennes, spécialement depuis cette nuit de Noël. Est-ce que vous pensez que ça peut mettre à genoux les Ukrainiens ? Oui, les Ukrainiens sont pas en acier, et puis ça fait plus de 2 ans que ça dure. Ça devient de plus en plus difficile. J'ai des amis qui vivent en Ukraine, j'ai des proches qui vivent en Ukraine et qui disent c'est terrible. Et puis surtout ces bombardements qui ont lieu la nuit, les gens peuvent pas dormir, ils doivent se protéger dans les shelters, dans les caves, etc. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que les Russes sont en train de répéter ce qu'ils ont fait il y a 90 ans avec le Golodomor, la grande famine. Golodomor, ça veut dire la mort par la faim. Et là, le Holodomor, c'est la mort par le froid. C'est une forme de génocide qui atteint là toute l'Ukraine. On a bien vu que cette attaque, cette nuit, atteignait toutes les régions d'Ukraine, y compris les régions du sud-ouest. Donc ça veut dire, c'est vraiment toute la nation ukrainienne qui est menacée d'écrasement par cette force brutale, absolument. Autre information qui est tombée ce matin, il faut qu'on s'y arrête parce qu'elle peut prendre de l'ampleur. Un missile russe visant l'Ukraine a traversé l'espace aérien moldave. C'est ce que disent les autorités ukrainiennes. Si c'est le cas, est-ce que c'est un immense rappel à l'ordre en cette fin d'année et en perspective de 2025 sur la capacité ou même la volonté de Vladimir Poutine de dépasser les frontières de l'Ukraine dans son combat, dans sa guerre ? Oui, c'est un rappel à l'ordre. Et puis surtout, moi j'ai lu la dépêche ukrainienne qui dit que c'est un missile qui a traversé la Roumanie et la Moldavie. Alors la Roumanie dit ne pas avoir détecté de violation. Voilà, la Roumanie, mais le problème c'est, est-ce qu'elle le dit parce qu'elle veut pas être mise en cause par sa population ? Mais en tout cas, c'est les Ukrainiens qui suivent de plus près la trajectoire des missiles et qui disent que ce missile a traversé la Roumanie et la Moldavie pour s'écraser dans un village du côté de Tchernivtsi, donc dans la partie ukrainienne. Oui. Donc ça, c'est extrêmement grave. Parce violation complète. Violation complète. Et au-dessus d'un pays de l'OTAN, si la Roumanie est... Absolument. La Roumanie fait partie de l'OTAN. Et quant à la Moldavie, c'est encore un pays qui est touché par cette guerre. Vous croyez, vous, à la volonté de Vladimir Poutine de dépasser les frontières de l'Ukraine dans sa guerre ? Une volonté de sa part ? D'une part, sur le fond, oui, Vladimir Poutine, lui, ce qu'il veut remettre en cause, c'est l'ordre démocratique, la civilisation européenne. C'est bien plus que l'Ukraine. D'ailleurs, c'est ce que dit Sidiba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien ce matin, c'est que c'est pas seulement l'Ukraine qui est visée, c'est toute la civilisation européenne, démocratique, etc. Donc oui, Poutine veut dépasser ça, mais surtout Poutine, il a plus de frontières. Lui, il appuie à fond
sur l'accélérateur parce qu'il sait que le 20 janvier, Trump prend le pouvoir et qu'il faut absolument être en mesure d'être en position de force pour les négociations qui vont arriver. Donc il appuie sur l'accélérateur au point que j'ai appris ce matin que il y avait des Russes qui voulaient pas franchir le Dniepr en bateau parce qu'ils savent qu'ils vont à la mort directement. Ils sont en ligne de mire des fusils ukrainiens, mais Poutine dit je veux pas le savoir, vous avancez, il y en aura bien qui franchira. Donc il a aucune frontière en ce moment, Poutine. On en vient aux causes religieuses dans la guerre conduite par la Russie. Et vous dites non seulement contre l'Ukraine, mais on y vient, là, tout est lié, aussi contre l'ensemble du monde démocratique. Et avec lui, à ses côtés, Kirill. C'est son bras droit, lui qui est le patron de cette église orthodoxe russe, qui est un ancien agent du KGB. La religion comme moteur profond, comme arme également utilisée par Vladimir Poutine. Absolument, c'est très triste, mais la religion orthodoxe en Russie a été complètement instrumentalisée par le pouvoir russe, au point qu'au mois de mars dernier, le patriarche Kirill a sorti une déclaration pour dire qu'il soutenait cette guerre en Ukraine, il parlait de la Sainte Russie, que l'Ukraine n'a pas d'existence. Enfin, donc il est à 200% avec Poutine, au point même qu'il fournit des arguments à Poutine. Donc moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est on a travaillé là-dessus au Collège des Bernardins. C'est pour ça qu'on a sorti ce livre avec plusieurs intellectuels et plusieurs groupes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des sanctions contre le patriarche Kirill. On ne comprend pas que l'Union européenne n'a toujours pas sanctionné Kirill, qui est un de ces oligarques qui soutient le plus l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et ça doit concerner les politiques, mais ça doit concerner également les églises. Que font les églises pour sanctionner le patriarche Kirill? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule église qui a sorti un document, c'est l'église gréco-catholique ukrainienne. Très concrètement, qu'attendez-vous par exemple du pape? Est-ce que vous estimez que ce que fait le pape est largement insuffisant et dans les mots et dans les actes? Et si oui, que doit faire très concrètement le pape? Alors le pape, il progresse petit à petit, il vient d'Amérique latine, il n'a pas la même connaissance qu'avait Jean-Paul II de l'Europe orientale, et donc il en est arrivé à reconnaître qu'il y avait un agresseur et un agressé. Et ça, déjà, c'était important pour les Ukrainiens, et c'est important pour régler ce conflit. Mais ce qu'il n'a pas fait, et là encore hier, il a fait une déclaration pour dire il faut arrêter les conflits, il faut négocier, il faut arrêter de vendre des armes, etc. Mais les Ukrainiens répondent et pourquoi vous ne demandez pas aux Russes, tout simplement, de retirer leurs troupes? Pourquoi le Saint-Siège ne serait pas en mesure non seulement de dire la Russie est l'agresseur, mais la Russie doit payer des réparations, la Russie doit retirer ses troupes, et là, à partir de ce moment-là, on pourra commencer à parler d'un cessez-le-feu. Mais les Ukrainiens, mais je dirais il y a beaucoup de catholiques que je peux rencontrer à Paris et ailleurs, qui disent qu'il y a une conception trop ancienne liée à l'ost politique que pratiquait le Vatican dans les années 70, au moment de la guerre froide, qui a toujours pas compris que ce qui peut vraiment arrêter le conflit, c'est une parole forte et ferme vis-à-vis du patriarche Kirill et vis-à-vis de la Russie. Oui, Xavier. Alors pour bien comprendre qui est Kirill, il faut savoir que c'est lui, le patriarche, qui a béni les troupes le 23 février, juste avant qu'elles entrent en Ukraine. Il est de plein pied dans la politique de Vladimir Poutine pour la grandeur de la Sainte Russie. Alors dans l'ouvrage que vous avez dirigé, Les Églises et la construction de la paix en Ukraine, il est écrit que la Russie, Kirill notamment, mène une guerre sainte pour supprimer toute identité politique à l'Ukraine, ce qui d'ailleurs peut être constitutif d'un génocide. L'Église est pleinement impliquée dans une guerre sainte. Le mot est extrêmement fort. Le mot est employé par le patriarche Kirill dans une déclaration qui a été publiée par le Congrès du peuple russe. Et oui, c'est très fort. Il ne l'avait pas employé jusqu'à présent et poussé notamment par un oligarque qui s'appelle Malofeyev, poussé par des idéologues comme Dugin qui soutiennent ce type d'arguments, d'arguments eurasiens que l'Ukraine n'existe pas et qu'elle n'a de sens qu'à l'intérieur de la Russie. Il utilise ces termes et non seulement il fait ça, mais il demande à tous les prêtres de toutes les paroisses orthodoxes en Russie de lire une prière de soutien
à la guerre et même de recruter des soldats dans les paroisses. Donc il est impliqué à 200% et ça c'est quelque chose qui doit être entendu parce que c'est une des causes de la guerre. Pour l'instant, on ne traite que la cause géopolitique, mais on ne traite pas du tout la cause religieuse, on ne traite pas du tout la cause historiographique, le narratif, la façon de raconter l'histoire, en l'occurrence que l'Ukraine n'a pas d'existence propre hors de la Russie. Voilà. Ça, c'est des questions qu'il faut traiter parce que il faut soutenir, par exemple, une force qui est celle du patriarcat de Constantinople, qui est l'autre grande église orthodoxe, qui a la primauté sur les 15 églises orthodoxes dans le monde, mais qui a aucun moyen. Et donc, il faut les soutenir pour le patriarche Bartholomée a condamné Kirill, a condamné cette guerre. C'est le seul hiérarque orthodoxe qui a eu ce courage. Mais il n'a aucun moyen pour aller plus loin, pour faire un procès canonique, pour dire il faut dire cette église ne fonctionne pas. Ça veut dire que dans cette lutte, cette guerre civilisationnelle, en fait, nous sommes aussi concernés. Prochaine ennemi, leur ennemi, c'est aussi nous. Bien sûr, puisqu'il y a des chrétiens partout dans le monde. Il y a 2 milliards de chrétiens. Et en Occident, en France en particulier, il y a 400 000 orthodoxes, mais des millions de catholiques. Et qui réalisent pas forcément que la vision de la religion qu'on a à Moscou, c'est une vision néofasciste, c'est-à-dire fondée sur le sang. C'est l'ethnophilétisme, c'est le terme technique pour parler d'une hérésie chrétienne qui dit on est chrétien que si on a du sang russe, que si on parle le russe, que si on est lié à la Sainte Russie. Voilà. Mais ça c'est terrible parce que ça veut dire que tous les autres doivent être éliminés. Est-ce vous qui avez dit Poutine instrumentalise l'Église orthodoxe comme l'avait fait Hitler avec l'Église protestante ? Oui, absolument, je l'ai dit. Et pourquoi je l'ai dit ? D'abord parce que ça apparaît dans tous les discours, mais aussi parce que ça doit nous donner des solutions comment sortir de ça. L'Église protestante a été effectivement manipulée par Hitler dans les années 30. Il y a eu la déclaration de Bermen avec Karl Barth en 1934 de quelques protestants qui ont résisté par rapport à cette instrumentalisation qu'a fait Hitler, et ça a permis à l'église protestante évangélique en Allemagne après-guerre de dire on n'a pas tous été contaminés, repartons de Karl Barth, repartons d'une théologie luthérienne qui n'est pas fascinée par le Reich, etc. Et ça a permis de reconstruire l'Allemagne. Des personnalités comme Angela Merkel en particulier, qui était protestante, a pu avoir une certaine dignité, sortir de ça. Donc aujourd'hui, il faut faire la même chose. Il faut anticiper avec les orthodoxes, avec les Russes, et bien entendu avec les Ukrainiens qui sont en mesure de le faire pour préparer l'avenir et sortir de la guerre. Oui, Yael. Petite parenthèse peut-être d'un mot, Antoine Arjakovski. Le patriarche Kirill, derrière l'habit du prélat, se cache un oligarque corrompu qui a profité du marché de la cigarette, c'est ça, après la chute de l'URSS, qui a engrangé des millions et des millions de roubles à l'époque en faisant de la contrebande de cigarettes, c'est ça ? Absolument. C'est ça l'Église orthodoxe russe ? Oui, on a raconté son histoire dans le livre noir de Vladimir Poutine, donc c'est très connu. Et on sait d'ailleurs que quand on rentre au KGB, et on sait qu'il est rentré au KGB au début des années 70, on connaît même son autre code, on sort pas du KGB, on peut pas sortir du KGB, même si le KGB a changé de nom et s'appelle aujourd'hui le FSB. Une fois qu'on a le petit doigt dans le KGB, on le reste à vie. Et donc il y a des dossiers énormes, des compromates comme on dit, contre le patriarche Kirill, ce qui fait que à chaque fois qu'il essaye de se sortir de la glu dans laquelle il s'est mis, il n'y arrive pas. Immédiatement, à la télévision, on lui rappelle son passé, etc. Donc, du coup, il a choisi d'accélérer. Il est devenu pas simplement millionnaire, mais milliardaire. Il a des yachts, des hélicoptères. Des magnifiques montres. On a sorti il y a quelques mois maintenant les photos avec les montres magnifiques, énormes de patriarche Kirill. Voilà, et des photos qui ont été photoshopées pour essayer de le montrer qu'il ne les avait pas, mais ça marche pas. Il a des appartements partout. Donc, or, cette église, c'est une église qui encore dit qu'elle est mondiale, qu'elle ne veut plus être limitée par aucune autre église, qu'elle est présente partout, y compris en France. Et pour l'instant, en France, on n'a pas pris tellement de mesures vis-à-vis de cette église. Et la France, elle devrait se positionner comment ? Parce qu'on a parlé du pape, on a parlé des églises, mais vous estimez que l'État français peut aussi agir plus et mieux ? Bien sûr, il y a un centre culturel à Paris qui dépend de l'ambassade de Russie, à l'intérieur de laquelle se trouve une église orthodoxe. Et donc, moi, je ne comprends pas qu'il ne soit toujours pas fermé, ce centre. C'est une antenne de la propagande russe en France. Et donc, comment vous l'expliquez ?
C'est de la complaisance, c'est de la crainte, Oui, c'est de la crainte, bien sûr. On n'est pas suffisamment ferme par rapport à la Russie, puisque la Russie menace. Il y a une guerre hybride énorme qui est conduite par la Russie en Europe. On le voit avec les pays d'Europe du Nord, avec les câbles qui sont coupés en mer Baltique. On le voit avec des propagandes sur Internet et partout, mais on le voit aussi à travers l'Église russe qui ouvre des paroisses, en disant souvent d'ailleurs que c'est des paroisses ukrainiennes, alors que c'est des paroisses qui sont en fait financées par la Russie. Et pour l'instant, il n'y a aucune réponse par rapport à ça. Et moi, c'est pour ça qu'on a fait ce livre, c'est pour alerter les consciences en disant il faut absolument qu'il y ait une décision au bureau des cultes en France, à un niveau européen, pour dire là, il doit y avoir des sanctions. En Ukraine même, à Kiev notamment, des monastères ont été fermés de rites orthodoxes russes parce qu'ils étaient véritablement des nids d'espions et un relais non seulement de la propagande, mais certainement plus un relais pour de l'argent, pour des armes, au profit de Moscou, au début de la guerre. En Ukraine. Oui, en Ukraine. Oui, absolument. Il y a même une loi qui est passée au mois d'août dernier et qui dit à l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, qui n'est pas la plus importante parce qu'ils ont entre 4 et 5 millions de fidèles, mais qui a beaucoup de paroisses, qui a 8000 paroisses, oui. C'est à peu près autant que l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui elle est autocéphale et proche de la moitié des Ukrainiens à peu près. Alors, la moitié des paroisses. Par contre, en nombre d'Ukrainiens, là, l'Église orthodoxe d'Ukraine, c'est 20 millions de personnes, donc oui, c'est la moitié fois plus. Ukrainiens. Voilà. Mais effectivement, cette loi, ce qu'elle dit, c'est que vous avez 6 mois pour trouver un statut pour ces paroisses qui puisse prouver que ces paroisses ne représentent pas la 5e colonne de Moscou en Ukraine. Et si vous n'arrivez pas à le prouver, et en particulier si vos évêques Onufri, qui est le chef de cette église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou, ne signe pas une déclaration pour dire « je n'ai plus rien à voir avec le patriarcat de Moscou », à ce moment-là, c'est d'autres paroisses et d'autres monastères qui risquent de fermer dans les mois à venir. Donc là, les Ukrainiens disent on touche pas à la fois, chacun peut prier comme il veut, dans la langue qu'il veut, on n'a aucun souci avec ça. On a un problème de sécurité, de protection de la société ukrainienne à un moment où on reçoit des missiles sur la tête pratiquement chaque jour. Estimez-vous que l'escalade a atteint un point maximal côté russe ? Alors, les Russes disent non, ils ont Oreshnik. Poutine a encore parlé récemment lors de sa conférence de presse. D'ailleurs, ça a beaucoup attristé les Ukrainiens. Et Zelensky, qui est un ancien humoriste, là, dans ses vœux de Noël, Poutine a dit lors de sa déclaration, c'est parce qu'il s'ennuyait qu'il avait besoin de vijoura, ça veut dire de mouvement. Et donc, pour se réveiller un petit peu, on a déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc ça, c'est d'un cynisme total. Et ce qu'a dit également Poutine pendant sa conférence de presse, c'est qu'il a Oreshnik, l'arme fatale, celle qui a ces missiles balistiques qui ont été déployés sur Dnipro il y a quelques jours. Sauf qu'on ne connaît pas les résultats effectifs de cette... mais il dit, pourquoi on ne ferait pas un duel ? Et vous, avec vos patriotes, vous essayez d'arrêter nos Oreshnik, et nous, on les envoie sur Kiev pour voir, et on verra qui a gagné. Et c'est d'un cynisme absolument total. Et c'est pour ça que Zelensky a répondu dans ses vœux de Noël. Donc non, les Russes peuvent aller plus loin, et c'est la raison pour laquelle les Européens doivent se réveiller. Parce que si les Russes utilisent Oreshnik à faire un chantage sur des civils dans des capitales comme Kiev, pourquoi demain ils ne le feraient pas en Estonie, en Lituanie, en Lettonie ? Et c'est pour ça que les Baltes sont terrorisés, et qu'ils disent il faut réagir. Il faut que les Européens envoient des troupes pour dès maintenant soutenir l'Ukraine. Il faut être plus dans la confrontation. Maintenant, il faut être dans la confrontation, pas seulement dans la réaction. Jusqu'à quel point la confrontation ? À quel point on doit s'engager dans cette confrontation ? Jusqu'à la victoire. Pour l'instant, les Européens, les Occidentaux disent aux Ukrainiens on sera avec vous jusqu'à ce qu'il faudra. Alors que ce qu'il faut dire, c'est on sera avec vous jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'Ukraine retrouve ses frontières de 91. On ne peut pas accepter que l'Ukraine
soit coupé d'un tiers de son territoire, de sa population, etc. Parce que ça veut dire que l'Union européenne ne pourra plus fonctionner. Mais vous savez mieux que moi encore que la musique qui monte et voire qui s'impose en ce moment, c'est plutôt que 2025, puisqu'on ouvre maintenant la perspective de la nouvelle année, ça va être surtout le temps des négociations. Donald Tusk, Premier ministre polonais, parle même de négociations de paix qui pourraient intervenir dès cet hiver. Oui, et moi je les espère, bien entendu, et Zelensky est le premier à les espérer. Simplement, Zelensky, ce qu'il dit, c'est la paix par la force. Ça n'est que comme ça qu'on arrivera à mettre à distance la Russie. Parce que si c'est des négociations qui avalisent la prise par un pays d'un territoire étranger, ça veut dire qu'on ne pourra pas les arrêter dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et que c'est l'ensemble de l'Union européenne, et on le voit bien déjà avec la Slovaquie de Fico, avec la Hongrie de Orban, qui sont des pays captifs, qui aujourd'hui... qui est allé voir Poutine il y a quelques jours, on en parlait dans cette émission tout à l'heure. Absolument. Et pourquoi ? Parce qu'il est captif par rapport au gaz qu'il recevait de Russie via l'Ukraine depuis des années. Et là, il ne reçoit plus ce gaz, donc il considère que c'est 500 millions de dollars qu'il perd, et il dit, attendez, moi j'ai besoin de ce gaz, rien à faire de l'Ukraine attaquée. Et Zelensky répond, mais la prochaine victime, c'est toi. Donc, donne-nous la possibilité d'intégrer l'OTAN et la guerre est terminée. C'est ça l'argument qu'il faut donner. Très rapidement, on apprend, je lisais tout à l'heure, que selon Séoul, la Corée du Nord se prépare à déployer encore plus de troupes et d'armes supplémentaires. On sait déjà qu'il y a 1100 hommes nord-coréens qui ont été retrouvés morts ou blessés. On a du mal à mesurer l'ampleur. Pour vous, c'est la mondialisation, ça y est, du conflit qui s'écrit indéniablement. C'est ce que je racontais dans le bouquin précédent. Exactement. Pour sortir de la guerre. C'était absolument une guerre qui est devenue mondiale. Il y a 10 000 Coréens qui ont été envoyés. On parle de 100 000 Coréens qui pourraient être envoyés. Donc si nous, on ne réagit pas, c'est clair que ça sera un raz-de-marée qui va toucher l'ensemble de l'Europe. Il faut réagir. Merci beaucoup Antoine Arjakovski d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre Les Églises, la construction de la paix en Ukraine. C'est aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. Je vous souhaite de belles fêtes. À vous aussi. Malgré tout. Merci. On reste ensemble, nous, sur LCI. Dans un instant, notre invité est Thierry Marx. On est ravis de le recevoir. On lui dit à tout de suite. À vous aussi d'ailleurs.